Et un expert est également avec nous, Hervé Platel. Bonjour Hervé. Bonjour. Neuroscientifique et musicien qui va partager avec nous cette double passion. Tout à fait, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous. Et c'est vrai que j'ai cette chance d'étudier la musique et les liens avec le cerveau, notamment parce que je suis arrivé, comme on dit, au bon moment. Le bon moment, c'était il y a environ 30 ans. Et il y a 30 ans, en fin de compte, c'était la révolution de l'imagerie cérébrale qui permettait enfin de voir le cerveau en fonctionnement dans des tâches tout à fait naturelles. Et dans notre laboratoire, nous utilisons bien sûr ces techniques et la musique pour bien comprendre comment fonctionne la mémoire. Mon laboratoire et la thématique de recherche de mon laboratoire, c'est la mémoire humaine et ses troubles. Mais justement, puisqu'on s'intéresse aux patients, eh bien, c'est très intéressant de voir comment la musique peut aider les patients qui ont des maladies du cerveau et en particulier les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va vivre dans cette séquence? Mais oui, parce que ce qui nous intéresse, comme tu es spécialiste du cerveau, c'est vraiment de chercher à savoir comment se nourrissent nos imaginaires, comment les désirs naissent, comment ils nous émeuvent et comment ils nous mettent en mouvement, puisque littéralement c'est ce que ça veut dire aussi. Est-ce que tu peux partager le fruit de tes découvertes avec nous sur les émotions, la mémoire et tous ces imaginaires créatifs? Eh bien, on va essayer. On va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec les techniques que tu évoquais il y a quelques instants? Alors, on va regarder le public en même temps parce qu'ils sont là, on ne va pas les oublier. Qu'est-ce qu'on voit avec ces techniques? Eh bien, avec ces techniques, je pense qu'il faut s'imaginer que ces techniques sont un peu comme la lunette de l'astronome qui veut donc regarder les étoiles de l'univers. Et en fait, dans votre cerveau, les étoiles, ce sont les neurones. Et je ne sais pas si vous savez combien nous avons de neurones dans notre cerveau. Je dis rien, je l'ai appris jeudi dernier avec notre expert APM sur la mémoire. Alors vas-y. Plusieurs milliards peut-être? 86 000. Non. 86 milliards. 86 milliards. Alors, pendant longtemps, on a dit c'était 100 milliards, et puis bon, il y a eu différentes estimations. Aujourd'hui, on arrive, alors on a baissé un petit peu, on arrive à 86 milliards Parce de qu'il y a neurones. quelqu'un qui les compte en fait. C'est pas facile à compter, hein. Mais en fait, c'est la même chose que de compter les étoiles, en fin de compte, dans l'univers et dans notre galaxie. C'est pas facile non plus. Et là aussi, il y a des gens qui sont arrivés à des comptages du nombre de soleils, du nombre d'étoiles, par exemple, dans notre galaxie. Eh bien, dans notre galaxie, où il y a notre système solaire, eh bien, on comptabilise aujourd'hui 78 milliards de soleils. Alors donc, en fait, notre cerveau, c'est comme un petit univers, comme une petite galaxie. Et on peut dire, évidemment, que notre cerveau est un univers, mais ce qui est spécifique et ce qui est très intéressant, c'est que chacun de nos neurones communique avec environ 10 000 autres neurones. Donc, on va essayer de faire un petit calcul. En fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes de puissance de calcul? Eh bien, ça veut dire que par seconde, vous pouvez faire dans votre cerveau plus de 1000 milliards d'opérations par seconde. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un univers singulier dans sa Absolument. tête. Enfin, après, c'est plus ou moins le bazar, mais pour chacun. Mais... Ouais, alors j'ai dit ça, puis on se dit, bah oui, mais en fait, on est moins rapide qu'une calculette ou qu'un ordinateur. Alors, c'est un peu bizarre. Oui. Parce que, évidemment, ça, c'est une puissance de calcul. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément plus rapide qu'un ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, bon, ok, c'est donc un cerveau, c'est très complexe, il y a beaucoup de neurones. Mais au bout du compte, donc, on a tous notre cerveau qui est différent les uns des autres. Et donc, du coup, on peut s'interroger, mais qu'est-ce que ces techniques de neuroimagerie vont permettre de montrer qui nous relient les uns aux autres? En quoi, en fait, on est quand même identiques les uns aux autres? Et c'est là que, en fait, la musique est très intéressante. Parce que quand on vous fait écouter de la musique, quand on regarde le cerveau de personnes qui écoutent la musique, de mélomanes, ce qu'on vient de faire là, ou qu'on regarde ce qui se passe dans le cerveau de musiciens qui jouent de la musique ensemble, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe en fait que les rythmes cérébraux, l'activité cérébrale, en fait, se synchronisent. Nos cerveaux, ils vont se mettre à fonctionner de la même manière quand on écoute une musique identique. Et en fait, ce n'est pas très surprenant parce que le cerveau de n'importe qui va être contraint par les informations qu'il y a dans le signal de la musique, hein, les mélodies, les timbres, etc. Et donc, du coup, ces informations, elles vont guider le cerveau sur un mode de fonctionnement particulier. Donc, on peut illustrer ça, hein, je vous propose d'illustrer ça, de la manière dont, effectivement, chacun d'entre nous, on va essayer de se synchroniser, comme on a pu l'entendre tout de suite.
En fait, on a demandé au Quatuor de nous jouer la première fugue du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, peut-être que vous la connaissez. Donc chaque musicien du Quatuor va entrer, comme c'est le cas toujours dans les fugues, hein, donc avec le thème du morceau, et l'un après l'autre, et puis jusqu'à ce que les quatre se synchronisent et se répondent sur la structure de la musique. Allons-y. Donc là, si j'ai bien suivi toute l'explication qui précédait l'écoute, pendant qu'on écoutait Bach et cette interprétation, tous nos cerveaux étaient en synchronisation. Alors, peut-être pas tous. aux neurones près, hein, mais enfin, globalement, c'est l'idée. C'est-à-dire que globalement, ce que nous faisons tous quand nous écoutons de la musique, c'est que nos cerveaux vont se mettre en harmonie, on pourrait dire, c'est-à-dire vont se synchroniser pour traiter l'information de ce flux audio de la même manière. Donc malgré nos différences, eh bien, on voit que l'expérience musicale, écouter de la musique, c'est une des rares expériences dans la vie où on a vraiment le sentiment que ce qui se passe en nous, eh bien, doit être très proche de ce qui se passe chez notre voisin. Et est-ce que c'est vrai pour toutes les musiques ? Alors, c'est une bonne question. Globalement, je dirais oui. Parce que, en fait, quel que soit en fait, le ressenti qu'on peut avoir d'une musique, qu'elle soit en fin de compte apaisante ou dynamique, on va avoir ce mode de fonctionnement assez identique. D'ailleurs, en neurosciences, dans les expériences de neurosciences sur la musique, il y a beaucoup d'expériences qui ont utilisé la musique de Mozart. Alors, oui, d'ailleurs, on parle d'un effet Mozart. C'est quoi cet effet Mozart ? Alors, l'effet Mozart, on va prendre 2 secondes pour en parler, parce que vous en avez peut-être entendu parler de l'effet Mozart. Alors, le point de départ de l'effet Mozart, c'est quoi ? Alors, c'est une étude de 1993 qui, en fait, dans les études, on a proposé l'écoute d'un morceau de Mozart. Alors, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est donc la sonate pour 2 pianos en ré mineur, donc Köchel 448, pour être précis. C'est un morceau Tout le monde là, bien sûr. Vous le connaissez peut-être pas, mais sûr, je vous l'explique. C'est un morceau donc pour 2 pianos, mais surtout en fait avec des arpèges qui montent et qui descendent, qui est très dynamique dans sa première partie. Ok, on fait écouter ça par rapport à une musique plutôt calme, hein, donc ou pas de musique du tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les personnes qui écoutent Mozart
vont avoir une augmentation de leur performance de manière temporaire, ça va durer une dizaine de minutes, sur leur capacité de mémoire immédiate, c'est-à-dire de leur mémoire qui va leur permettre de maintenir et de manipuler des informations et des objets dans l'espace. Ce qu'on appelle une mémoire de travail visuospatiale. Donc il faut se faire des petits shoots d'écoute de Mozart. Des shoots de Mozart. Voilà, voilà. Alors après, ok, bon, c'est un effet Mozart. On peut en abuser. On peut en abuser, et puis ça dure pas longtemps. Dans l'expérience, ça a duré quelques dizaines de minutes. Mais en fait, ce qui s'est passé, il y a eu tout un débat, il y a eu beaucoup de littérature. Hein. En fait, quand vous regardez dans les bases de données scientifiques sur l'effet Mozart, vous avez plus de 120 publications autour de cette histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont remis en question cet effet, qui ont essayé de comprendre, parce que les auteurs de l'étude n'avaient pas été très, très prudents dans leur interprétation à l'époque, et avaient dit que si on obtenait cet effet de boost qui avait été interprété comme une augmentation de l'intelligence, ce qui est quand même un petit peu fort comme interprétation, eh bien, seule la musique de Mozart avait ce pouvoir. Et finalement, non. Il n'y a pas que Mozart qui nous fasse cet effet-là. Mais non, il n'y a pas que la musique de Mozart. En fait, là, on a fait écouter un morceau de Mozart qui était extrêmement dynamique. Si on avait fait écouter le Requiem ou une musique beaucoup plus relaxante de Mozart, on n'aurait pas eu ce type d'effet. Donc il y a des études qui ont montré qu'avec du Beethoven, du Vivaldi, avec d'autres musiques très dynamiques, on obtenait ce même effet. C'est quoi cet effet? C'est un effet de boost, en fin de compte, sur votre concentration, votre attention, votre capacité à manipuler des informations de manière temporaire. Donc, mais finalement, je me permets, on le fait tous naturellement tous les jours quand on choisit la playlist en fonction de si on va courir, pour cuisiner ou pour une soirée au coin du feu. Oui. Bah, évidemment, on ne met pas la même playlist pour courir ou pour évidemment se relaxer et puis diminuer son anxiété, c'est tout à fait vrai. Et alors, c'est là où, en fait, c'est intéressant de considérer que non seulement la musique nous permet de nous synchroniser les uns avec les autres, mais en fait, la musique synchronise aussi différents éléments de notre propre corps. J'ai parlé évidemment des neurones, mais vous le savez très très bien, quand vous écoutez une musique relaxante, en fait, vous allez avoir votre respiration qui va se calmer, votre fréquence cardiaque qui va diminuer, et si c'est une musique effectivement plus accélérée, ben, vous avez aussi votre respiration, votre fréquence cardiaque qui augmente. Et il y a d'autres paramètres comme ça physiologiques qui se synchronisent. Donc en définitive, il y a une vraie synchronisation physiologique avec la musique, et le plus incroyable dans tout ça, c'est que on peut augmenter vos capacités d'attention, de mémoire grâce à la musique, et en plus, on a remarqué que dans votre cerveau, eh bien, la stimulation de la musique, sa pratique, mais aussi son écoute, augmentait la création de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. Moi, j'étais persuadé qu'on perdait des neurones au fur et à mesure qu'on vieillissait. Enfin, j'en suis l'exemple parfait, mais oui, on en parle. Donc c'est pas le cas. Non, alors en fait, cette histoire de neurogénèse, elle est apparue, et la démonstration qu'on avait en fin de compte dans notre cerveau, notamment dans des régions qu'on appelle les hippocampes, voilà. Et en fait, dans notre cerveau, on a des régions. Toute notre vie, il y a des débats autour de ça, où il y a des nouveaux neurones qui sont créés. Il y a de la neurogénèse. Et alors qu'on était persuadé qu'il n'y avait que de la perte de neurones. Et en fait, au décours des années 2000, on s'est aperçu qu'il y avait de la neurogénèse. Et puis, toute votre vie, vous créez des nouvelles connexions entre vos neurones, parce que, en tant que personne, même âgée, vous apprenez des choses nouvelles. Alors, si vous êtes en capacité de les retenir, que vous n'avez pas de maladie de la mémoire, ça se passe très très bien, et vous créez des connexions entre vos neurones. Donc, en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce résultat de neurogénèse, de stimulation du cerveau, il n'est pas lié à votre culture. On pourrait penser c'est que chez les musiciens, que chez les gens qui aiment la musique. En fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a des expériences qui montrent que ce phénomène d'augmentation de la création de nouveaux neurones, de neurogénèse dans le cerveau, est observé chez des animaux. Parce qu'ils écoutent de la musique, qu'ils aiment la musique. Mozart. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup, en fait, depuis une vingtaine d'années. Non, mais c'est pas des blagues. Depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de travaux autour de l'effet, en fin de compte, de l'ambiance sonore et de la musique, de la simulation musicale, comme enrichissement du milieu chez les animaux, dans les élevages, mais aussi en situation expérimentale. Et ce que l'on montre, effectivement, évidemment, on ne peut pas savoir ce
que les animaux, ils aiment ou ils n'aiment pas. Ce qu'on peut savoir, c'est comment ils se comportent, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'air d'être stressés, est-ce qu'ils ont l'air d'apprécier, ça on peut quand même le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on montre que les animaux, alors même que la musique de Mozart ou toute autre musique, c'est pas un objet culturel, il y a un effet. Donc ça permet quand même, les études chez l'animal, ça peut sembler incongru, mais ça permet de mieux comprendre l'effet de base physiologique de la musique sur notre corps et notre cerveau. Alors évidemment, pour nous, il y a quand même une couche culturelle qui est très importante, hein, parce que la musique de Mozart, c'est pas juste un stimulus auditif comme ça, il a du sens, il nous rappelle des souvenirs, et c'est très important. On parle de Mozart tout à l'heure, c'est bien qu'on l'écoute quand même, non? Oui, ben voilà, maintenant qu'on connaît la puissance de la musique, je vous propose de nous créer de nouveaux neurones en écoutant l'andante du Divertimento pour cordes en Ré majeur Köchel 136 de Mozart.
Hervé, on a compris que la musique, elle avait des effets reproductibles chez la plupart d'entre nous. Et en même temps, on n'aime pas tous les mêmes musiques. Mais est-ce que ça veut dire que le plaisir quand même de la musique, il est universel ? Alors ça, c'est une très très bonne question qui a longtemps laissé perplexe en fait même les ethnomusicologues. Et en définitive, ce qu'on remarque, c'est que même si on n'aime pas les mêmes musiques, en fait, on a des réponses très constantes, quelles que soient les cultures, sur les tâches qu'on va appeler de catégorisation. C'est-à-dire, si je demande aux gens de dire si une musique est plutôt joyeuse ou triste, eh bien, ils vont être tout à fait d'accord les uns avec les autres pour dire cette musique, elle est plutôt joyeuse et plutôt triste. Et ça marche dans la plupart des cultures. Alors, comment on explique ça ? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a des principes dans le fonctionnement de la musique qui sont assez universels, hein, qui permettent de transmettre ce sentiment joyeux, ce sentiment effectivement de tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on les ressent, hein, mais en fait, on peut, en fin de compte, simplement les catégoriser. Je vais prendre en fin de compte un autre exemple qui est très classique. C'est-à-dire qu'on peut, vous savez parfaitement, faire la distinction entre quelqu'un de joyeux et quelqu'un de triste. Si la bouche est comme ça, vous dites il est joyeux. Si la bouche est comme ça, vous dites il est triste. Eh bien ça, on peut tout à fait l'apprendre. Hein, et d'ailleurs, on peut même l'apprendre à des enfants autistes, hein, qui n'ont aucune empathie. Ils savent, lui, il est joyeux, lui, il est triste. Mais ce n'est pas pour ça, en fin de compte, qu'ils vont ressentir une émotion. Donc, en fait, c'est pareil en musique. Hein, une musique peut être joyeuse, peut être triste, on sait la catégoriser. Ce n'est pas pour ça qu'elle va me mettre dans un état émotionnel en résonance, en fin de compte, avec ce qu'elle porte. Je peux tout à fait être, en fin de compte, plutôt heureux d'écouter de la musique triste. Et c'est ce qu'on appelle de la mélancolie. Donc ça veut dire, mais on l'a ressenti dans les concerts, qu'on entende une chanson triste ou joyeuse, on peut ressentir des frissons dans les deux cas. Alors, beaucoup de gens ressentent le frisson de la chair de poule à l'écoute de musique. Ce n'est pas forcément tout le monde. Hein, je pense que là, il faudrait être un tout petit peu plus subtil, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, qu'est-ce que décrivent les personnes quand ils ont le frisson musical ? Alors, il y a eu des expériences en neuroimagerie pour voir ce qui se déclenchait dans le cerveau quand on avait le frisson. Donc, on demande aux gens de venir avec des extraits qui leur provoquent la chair de poule, mélangés à d'autres extraits. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les personnes, quand ils entendent les extraits qui leur plaisent beaucoup, premièrement, ce qu'ils disent, je le connais très très bien, donc ça me rappelle éventuellement des souvenirs agréables, mais surtout, je le connais bien et je sais comment il va évoluer, c'est-à-dire j'anticipe et je sais que dans ce morceau-là, il va se produire quelque chose, là les violons vont arriver, ça monte, ah oui, j'adore ça. Ouais. En fait, ce qui se passe dans le cerveau, il va y avoir le déclenchement du circuit de la récompense, du circuit du plaisir qui va libérer de la dopamine, de l'ocytocine, en fait des substances qui nous donnent un sentiment de bien-être. Quand, en fin de compte, nos cerveaux font des hypothèses et que ces hypothèses, elles sont résolues. Si ces hypothèses ne sont pas résolues, on n'a pas, en fin de compte, cette libération de la récompense. Donc notre cerveau, il est un peu joueur, il fait des paris, il dit ça va se produire. Et si ça se produit, il a gagné, il est content, et ça libère, en fin de compte, des substances agréables. Et on peut essayer d'en faire l'expérience. Si vous voulez bien, on va demander au quatuor de jouer un morceau que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un aria de Bach. Et si vous connaissez ce morceau, vous allez d'essayer de ressentir en vous comment vous anticipez la suite du morceau et comment vous anticipez le plaisir que vous allez prendre à écouter ce morceau. Allons-y. C'est frustrant, hein. Alors, c'est comme le solo de guitare dans Hotel California, en fait. Quand c'est on fait avant Donc, merci aux musiciens de s'être prêtés à ce jeu pas très très agréable, en définitive. Vous voyez. Non. Aïe, 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 aïe. Merci, au revoir. Au revoir. C'était vraiment bien.
Donc il faut rajouter 1 euro hein, pour qu'il continue. Donc, il faut 1 mettre une euro, pièce. surtout. Voilà, 1 euro, Ah, bravo. oui, bien sûr, bien sûr. C'était pas écrit ça par contre. Hein, Voilà, Merci. donc vous voyez le principe, c'est-à-dire qu'on anticipe les choses et puis quand ça ne se produit pas, c'est très frustrant et vraiment le plaisir musical, il est largement basé là-dessus. Alors évidemment, le plaisir de la musique, c'est pas seulement que les émotions. En fait, ce qu'on voit quand on fait passer en neuroimagerie quelqu'un qui écoute de la musique, c'est qu'il n'y a pratiquement pas une région du cerveau qui échappe en fin de compte à l'écoute de la musique. Ça active les régions de la perception, ça active les régions même de la motricité, parce que la musique, ça fait danser, ça active les régions des émotions, de la mémoire, et même les régions visuelles. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait, la musique, eh bien, on l'imagine, hein, ça nous fait rêver, et on a des images mentales qui sont suscitées par l'écoute de la musique. Et d'ailleurs, en fait, il y a des études qui ont demandé, qui ont fait passer des questionnaires aux gens après le premier confinement, donc de la période Covid, et beaucoup de personnes ont témoigné avoir écouté davantage de musique durant cette période. Alors bien sûr, pour réduire leur anxiété, leur stress, mais aussi pour eux, la musique, c'est une manière, en fait, de pousser les murs, hein, de pouvoir avoir un moment de respiration en s'offrant des voyages immobiles, donc par l'imaginaire. Et est-ce que la musique peut stimuler notre créativité? Ce sera la dernière question, Hervé. Oui, il y a des travaux qui montrent que la musique stimule largement nos capacités créatives. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je l'ai dit, la musique stimule de nombreuses régions du cerveau, et donc ça va stimuler notre mémoire associative. Si nous avons une bonne mémoire associative, ou si elle est stimulée, eh bien, en fait, on voit qu'on va être davantage performant dans des tâches de créativité. Pourquoi on est plus performant dans des tâches de créativité? Parce que, en fait, ces tâches demandent d'être capable de mettre en lien des informations éventuellement très distantes. Donc, en fait, tout se tient. Hein. À partir du moment où on stimule effectivement très largement le cerveau, la musique peut y contribuer, il y a d'autres activités qui peuvent y contribuer, eh bien, on va développer sa créativité et son imaginaire. Allez, pour stimuler notre imaginaire, faire un voyage lointain, on va écouter à nouveau le Quatuor nous interpréter Voile, extrait des images pour piano de Debussy. Et travaillons la frustration jusqu'au bout. Le Quatuor. On va remercier d'abord Hervé Platel de nous avoir accompagnés Merci en à musique. Hervé Merci Platel Hervé Platel. Merci pour beaucoup ce Hervé. voyage Merci. dans notre cerveau par la musique. Alors on va vous présenter quand même ces musiciens et musiciennes du Quatuor Lucia. Lucia, comme tu veux. Lucia. Et donc au violon, nous avions d'abord Florian Perret. Au violon également, Pauline Vernet. À l'alto, Oriane Pocard-Kieni. Et au violoncelle, Florent Chevalier.